Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. Un bilan lecture avec des grosses pépites, mais avec quelques petites déceptions, disons. Mais on verra tout ça dans les minutes à suivre. Bon, je vais commencer directement avec mon DNF. Je m'attendais pas du tout parce que normalement j'aime bien l'écriture de cet auteur, mais bon, ça ne l'a pas fait pour moi. Je parle de La Forteresse digitale de Dan Brown. J'avais ce titre depuis un bon moment, depuis 2-3 ans dans ma bibliothèque. Je l'avais trouvé dans un Emmaüs à tout petit prix et je me suis dit que j'avais envie de le découvrir, surtout que je connaissais de nom. Je connaissais de nom ce titre. Ma meilleure pote, quand on était au lycée, elle m'avait dit qu'elle l'avait lu et qu'elle l'avait aimé. Je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'habitude, j'aime bien la plume de l'auteur, mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Je vous explique. Je vous explique pourquoi. L'intrigue, elle avait l'air sympathique. Dans ce récit, l'auteur allait nous parler d'un code indéchiffrable, un code informatique que personne ne pouvait déchiffrer, du coup qui rendait les messageries personnelles indéchiffrables et du coup tout ce côté espionnage à l'américaine n'aurait pas pu avoir lieu. Sur le papier, l'idée avait l'air intéressante, mais je n'ai pas pu m'attacher au personnage et après 64 pages environ, je me suis dit non, mes goûts de lecture ont changé et franchement, j'ai pas envie de me taper un roman qui parle des codes informatiques que je n'allais pas apprécier, surtout que l'écriture était assez fluide, mais il y avait des personnages stéréotypés, des personnages clichés. À un moment donné, quand on essayait de nous introduire le soi-disant personnage principal, Suzanne, qui travaillait pour une institution gouvernementale, elle avait été introduite dans le récit d'une manière assez dérangeante parce que, en gros, on nous présentait plutôt son physique du point de vue d'un gars de la sécurité. Et du coup, dans ses yeux, elle était mirobolante, merveilleuse, elle était très sexy avec des jolies jambes très longues et bon bref, je vous passe des détails, je me rappelle pas tout en tout cas, mais j'ai pas du tout aimé cette manière de mettre en avant le personnage féminin qui allait être présenté, qui normalement devait être mise en avant surtout par son intelligence et pas par son physique. J'ai pas vraiment aimé cet aspect de l'histoire et après quand on nous introduisait les autres personnages, notamment son mari, enfin son futur mari parce qu'elle veut se marier, le gars en fait il était introduit d'une manière normale et correcte et on s'attardait pas vraiment sur son physique mirobolant merveilleux même s'il y avait des détails sur cet aspect-là. Du coup j'ai pas continué, je me suis dit non, j'ai pas envie de découvrir l'histoire. Après 64 pages je me suis fait mon idée, finalement j'avais pas envie de continuer l'histoire. Je sais pas si vous l'avez lu, si vous l'avez apprécié, mais en tout cas comme je vous disais ça l'a pas fait pour moi. Bon, passons maintenant à quelque chose de plus réjouissant dans mes lectures. J'ai pu trouver dans une boîte à livres Appelle-moi Tempter de Nancy A. Collins. Celui-là, je voulais le lire depuis un bon moment et finalement c'était l'occasion. Il traînait un peu dans ma palle parce que je l'avais trouvé il y a quelques mois et finalement je me suis dit oui, j'ai envie d'une lecture rapide, d'une lecture qui pourrait me mettre des bonnes humeurs. Un petit récit d'horreur, ça va le faire. Oui, les récits d'horreur, ça me met des bonnes humeurs. Ne cherchez pas, mon esprit il est un peu déréglé, mais ça me va complètement. Dans cette histoire, on va suivre Adam Rossiter, un ancien star rock qui a été adulé, qui a été connu pendant son enfance, sa jeunesse, mais qui est tombé en disgrâce depuis un bon nombre d'années. Adam, il trouve pas vraiment sa voie dans la vie, il a tout essayé, tous les plaisirs, tous les drogues possibles et inimaginables. Il passe d'une meuf à l'autre sans avoir des remords, sans avoir des prises de tête. Ce que je n'ai pas trop aimé dans ces récits, en fait. Ce côté-là, je l'ai pas trop aimé. Franchement, ça n'apportait pas vraiment grand chose au récit. Les scènes olé dans un roman, ça le fait pas d'habitude. Bon bref, revenons à nos moutons. Comme je vous disais, il avait testé une grosse panoplie d'activités. Il avait essayé pas mal de choses, mais rien ne remplissait ce vide qu'il ressentait. Et à un moment donné, disons, un de ses potes musiciens, entre guillemets, fait découvrir le vaudou. Cette pratique, elle était assez intéressante et j'ai beaucoup aimé la manière dont l'autrice, elle a ramené cet événement dans le récit. En plus, une autre note positive, c'était les notes de bas de page de la part du traducteur ou de la traductrice où on voyait un peu plus de quoi il s'agissait, on comprenait un peu plus de quoi ça retournait cette religion. Il y avait des termes spécifiques du vaudou. Du coup, si vous n'êtes pas connaisseur comme moi, ça aide beaucoup. Ce lexique traduit, il aide beaucoup. Comme je disais, j'avais bien aimé cette partie-là. Du coup, Adam, il a été initié à cette pratique et à un moment donné, lors d'une de ces parties des jambes à l'air avec une prêtresse de ce culte,
de cette religion, il découvre un grimoire dans lequel il y a une sorte de pentagramme très très bizarre et du coup il est fasciné. Il est fasciné, sauf que bien évidemment ces diagrammes tentacle, je sais même pas comment vous dire à quoi ça ressemble ce truc, mais le gars il faisait une fixation là-dessus. À partir de ce moment-là, sa vie va changer parce que c'est à ce moment précis que Temper, le démon, le non-vivant, va faire son apparition dans la vie d'Adam et il va gâcher toutes ses chances de bonheur et de réussite. Comme je vous disais, dans l'ensemble, j'ai bien aimé, c'était un récit assez sympa, mais ne vous attendez pas non plus au meilleur récit de l'année parce que vous allez être déçus. J'ai beaucoup aimé certains passages de ce récit. Ils m'ont fait penser à la saga des sorcières d'Anne Rice. J'aimais beaucoup cette atmosphère, cette manière d'écrire, ce passage du passé. Il y avait une période commune et l'action s'est passée à la Nouvelle-Orléans. Ce que j'ai trouvé parfait. En fait, cette partie-là, c'était ma partie préférée du roman. Et après, quand on revenait au moment présent, je trouvais que ça allait un peu dans tous les sens. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient, même si c'était plus ou moins cohérent avec l'action. Je trouvais que c'était assez rapide. Voilà, c'était assez rapide. On rentrait pas dans les détails. Parfois, on rentrait pas vraiment dans la psychologie des personnages sur certains endroits. Mais par total, ça reste un bon récit. Et je garde en tête notamment cette partie qui se passe à la Nouvelle-Orléans. Dans le passé, c'était vraiment ma partie préférée. On va passer maintenant à une petite BD qui s'appelle Superman Red Son. En vérité, j'avais beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes des comics et ils n'ont pas été à 100% comblés. Oui, je fais la meuf qui n'est jamais satisfaite à 100% de ses lectures. J'arrive pas parfois à rentrer dans les comics et c'est vraiment dommage parce que on tenait ici une idée originale et je m'attendais qu'elle soit développée d'une manière différente. Déjà, pour vous donner un petit ordre d'idée, je pensais que ce comics, il allait comporter juste une seule histoire, Superman Red Son. Mais au final, il y a 3 histoires. Il y a Superman Red Son, mais il y a encore 2 petites histoires où on met en scène Superman. Il y a une histoire qui se concentre surtout un peu sur la politique et aussi sur l'idée du bien et du mal, comment on envisage le bien, comment on envisage le mal et qu'est-ce qu'on sera prêt à sacrifier pour rendre justice à l'humanité, en quelque sorte, pour vous faire vite. Et la dernière histoire, c'était la rencontre entre Superman et Joker. Et cette histoire-là, j'ai pas trop aimé les dessins. En vérité, j'ai pas trop aimé la manière dont Joker il était représenté et je l'ai trouvé un peu grotesque. Je sais pas, c'était pas mon image des Jokers que j'avais en tête et je suis pas rentrée à 100% dans l'histoire. Par contre, l'histoire principale, Superman Red Son, je l'ai assez bien appréciée, même si, comme je vous disais, je pensais qu'elle allait être développée différemment. Je m'attendais un peu que Superman soit en quelque sorte un vilain parce que en lisant le comics, je me suis rendu compte que bon, peut-être à un moment donné, il avait mal tourné sur certains aspects, mais dans l'ensemble, c'était pas un vilain. C'était pas un vilain, il restait toujours Superman gentil, même s'il était présenté dans un tout autre contexte. Oui, j'ai tourné autour du pot, mais je viens. Dans ce récit, on va suivre Superman. Superman qui, cette fois-ci, il n'atterrit pas aux États-Unis, mais en Russie durant la période communiste où Staline était au pouvoir. Du coup, Superman, vous vous en doutez bien, est un communiste. Et un communiste qui travaille pas seulement pour le bien du peuple russe, mais aussi pour le bien de l'humanité. Et je pensais que cette histoire allait être tournée différemment, étant donné qu'il était arrivé en Russie et qu'il faisait partie du parti communiste. Je pensais surtout qu'il allait être un sort de Big Brother, surtout qu'il peut écouter tout le monde, qu'il peut surveiller tout le monde, il peut savoir qui a fait quoi, à quel moment précis. Il a des rayons laser dans les yeux, du coup il peut détruire n'importe qui, il pourrait être commandité à faire des assassinats pour le parti russe, le parti communiste qui est dirigé par Staline, mais au final non, Superman il reste un gentil, même s'il se trouve dans ce contexte-là. Voilà, je pense que c'est ça qui m'a un peu dérangée dans cette histoire, je m'attendais à autre chose, je m'attendais vraiment à autre chose, je m'attendais à un méchant et au final j'étais devant un gentil qui essaie quand même de faire le bien autour de lui. Je dis pas que c'est mal, mais voilà, je m'attendais à autre chose. Quand on va raconter le speech de ce comics, je m'attendais à une toute autre histoire et au final, c'était un peu comme d'habitude. Oui, je sais, je vais me faire des ennemis, mais j'ai l'impression que ces histoires, ces comics qui tournent autour des super-héros sont tous pareils. Même si le sujet change légèrement, on a toujours la même essence et c'est chiant. C'est un peu chiant. En tout cas, selon mon avis, quand t'as lu 1 ou 2, 3 comics qui portent sur les super-héros, bah t'as fait un peu le tour.
t'as fait un peu le tour et c'est ça que je reproche un peu aux comics des super-héros, pas aux comics en général, parce qu'il y a des pépites, il y a vraiment des pépites, notamment dans les trucs indépendants. Ah là là, c'est super. Mais quand il s'agit des comics qui mettent en scène Superman, Batman, X-Men, peu importe quel super-héros, j'ai l'impression que c'est un peu du vu et revu parce qu'on a toujours les mêmes personnages et on les met dans des situations différentes. On cherche pas à faire autre chose et je sais que les gens ils aiment, mais pour moi ça le fait pas tout le temps. Il y a certaines histoires que j'ai appréciées, mais bon, c'était le moment ralage. Je pense que vous êtes habitués. On va passer maintenant à une autre lecture, une très très bonne lecture de Only One Left de Riley Sager. Déjà, je voulais remercier Lady Livre pour son concours. Si vous voulez la suivre sur Instagram ou regarder son blog, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas parce qu'elle fait du très très bon travail. Bon bref, comme je disais, j'ai eu la chance de gagner ce petit roman qui est en anglais, qui malheureusement n'a pas été encore traduit en français. Peut-être à un moment donné, il va arriver. Mais moi, j'ai passé un super moment de lecture. Mon cerveau, il a implosé, il a explosé. Il était en plein nage en lisant ce roman. J'ai passé un peu par, pas par toutes les émotions non plus, parce que il faut pas exagérer, mais mon cerveau vraiment, il était en mode, ok, non. Quoi? Mais quoi? Vraiment? Ça se passe comme ça? Je m'attendais pas, il y avait des twists sur des twists. À la fin, c'était, ah oui, mais non, ça arrive. Et après, ça arrive encore ça, et ça. Et ma tête, elle était, quoi? Explosion, implosion. Je sais même pas comment vous expliquer comment j'étais à la fin de ma lecture, mais en tout cas, j'ai passé un super moment de lecture. L'anglais, il était agréable, il est facile d'accès. Franchement, vous pouvez y aller si vous lisez un peu d'anglais, mais ça passe crème. Ça passe crème et je l'ai lu rapidement. Franchement, je l'ai lu très très rapidement. Dans cette histoire, on va suivre Kit. Elle travaille dans une agence qui prend soin des personnes âgées, malades. Je sais pas quel est le terme exact parce qu'elle est pas vraiment infirmière, elle n'a pas ce diplôme, mais elle prend soin des gens. Voilà. Mais pour faire simple, pour la fluidité de mon explication, je vais dire qu'elle est une infirmière, ok? Je vais dire que c'est une infirmière, même si elle n'est pas vraiment. Elle travaille dans cette agence, sauf qu'on apprend que notre Kit, elle avait été suspendue pendant 6 mois, car un de ses patients était mort sous sa surveillance. Et du coup, l'agence ne lui faisait pas vraiment confiance. Dès son retour au travail, après cette enquête qui a pris pas mal de temps et qui a bouleversé sa vie, Kit se trouve dans une situation très difficile et très précaire. Ses supérieurs ne veulent pas vraiment d'elle, mais ils peuvent pas non plus la virer. Du coup, on lui assigne une mission que personne ne souhaite. Prendre soin d'une vieille dame qui a un passé trouble. Elle a été suspectée pour les meurtres de sa famille et maintenant elle est paralysée. Elle peut bouger juste sa main gauche et personne ne veut prendre soin d'elle. Personne ne veut prendre soin d'une soi-disant assassine. Du coup, Kit se retrouve le dos au mur parce que d'un côté, elle a peur de prendre soin de cette dame et de l'autre côté, si elle veut pas accepter cette mission, c'est la porte. Elle va se retrouver sans rien. Surtout que son père, son paternel, il est très très froid avec elle. Il lui adresse à peine la parole. Elle sait pas quoi faire. Elle est vraiment dans une posture très très ingrate. Elle va accepter de prendre soin de Lenora, cette dame âgée qui est paralysée. Et du coup, elle va se rendre à sa maison qui est située sur un sort de rocher. Et elle va être à la disposition de cette dame 24 heures sur 24. Dès que cette dame aura besoin d'elle, elle peut appuyer sur un bouton et elle peut lui demander de venir. Il y a une relation très très bizarre qui se tisse entre ces deux femmes, entre Kit et Lenora. Et grâce à une machine à écrire, Lenora, elle va lui raconter des passages et son passé. Elle va lui raconter son histoire. Et Kit va apprendre plus à la connaître et elle va s'attacher à elle. Elles vont avoir, comme je vous disais, une relation très bizarre parce que d'un côté, Kit se dit peut-être que c'est une meurtrière, mais d'un autre côté, elle est très fragile, elle a besoin de moi, elle peut rien faire. Et c'est très intéressant, franchement, c'est un récit bouleversant, c'est un récit que j'ai beaucoup aimé. On voit des passages du passé de Lenora, on voit un peu ce qui s'est passé dans sa famille, pourquoi les événements tragiques sont arrivés, et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup plus aimé que La Dernière Fille, l'autre roman que j'ai lu de sa plume. La recette de son roman, elle était plus ou moins pareil. Je parle plutôt du point de vue de la conception des passages parce qu'on avait toujours des passages du passé et les passages du présent. Mais je trouvais que The Only One Left, c'était beaucoup plus abouti. On allait un peu plus dans la psychologie des personnages. Il n'y avait pas du superflu. On voyait qui était qui
comment les événements sont passés, sans parler de ces révélations à la fin du récit que j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré comment Ali Segar, il a mené son récit. J'ai adoré les plot twists. Et à un moment donné, j'étais, mais non, il va pas faire ça. Parce que qu'avant de faire des révélations, il nous donnait des indices. Et moi, j'étais, non, c'est pas possible. Si c'est ça, c'est ouf. Et c'était ça, je vous dirais pas quoi. Mais en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Franchement, j'espère qu'il va être traduit parce qu'à ce que j'ai pu comprendre, c'est un de ses meilleurs. Et je peux que vous le recommander si jamais vous lisez en anglais. Bah, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas. Encore 3 petits romans et après je vous laisse tranquille. Le prochain titre que j'ai lu, c'est Resident Evil tome 1, La conspiration d'Umbrella. J'ai passé un excellent moment de lecture. Franchement, c'était rapide, c'était dynamique. Je connaissais pas l'univers, pas tant que ça en tout cas. J'avais vu des bribes des vidéos concernant le jeu vidéo et il me semble qu'il y a aussi le film que j'ai vu peut-être par le passé. Mais en tout cas, la lecture de ce premier tome m'a laissé un goût très bon. Comme je vous disais, j'avais envie d'une lecture rapide et c'était tout ce qu'il me fallait. J'avais l'impression que j'étais dans un jeu vidéo parce qu'il y avait certains indices à un moment donné qui s'enchaînaient comme dans un jeu vidéo. Du coup, c'était sympa. C'est une lecture popcorn, mais je demande pas plus. Je demandais pas autre chose. C'est pas une lecture où on va dans la psychologie des personnages. Loin de là. Tout est assez rapide. On aura plusieurs personnages qui participent à l'action, mais on va pas voir trop leur background. On aura juste des petites informations, peut-être dans les prochains tomes de la saga, parce qu'il y a 7 tomes au total. Mais j'étais pas déçue. Du coup, j'ai passé un excellent moment de lecture. C'était rapide, c'était fluide. J'ai beaucoup aimé la plume de cette dame, S.D. Perry. Je trouve qu'elle a vraiment capté l'essence du jeu, même si je connais pas trop, je suis pas une experte. Moi, j'ai passé un excellent moment de lecture. Dans cette histoire, on va être ramené à Raccoon City. Là-bas, il y a des phénomènes étranges qui se passent. Il y a des personnes qui disparaissent autour d'un endroit précis et leurs cadavres sont retrouvés démembrés, ils sont retrouvés avec des traces de dents. Et les autorités, ils ne savent pas de quoi ça retourne. Après la découverte d'une énième victime, Anamitaki, un groupe d'élite, les Stars, sont envoyés sur le terrain pour enquêter. Sauf que la mission, elle ne se passe pas comme prévu et les Stars qui sont envoyés sur le terrain disparaissent à leur tour. À ce moment précis de l'histoire, quand on perd le contact avec les stars sur le terrain, les autres coéquipiers vont prendre l'hélicoptère et ils vont aller eux aussi sur le terrain. Ce qu'ils vont retrouver ne va pas leur plaire parce qu'il y a des abominations. Il y a des gros chiens affamés qui n'ont pas de peau, qui sont tout en muscles, qui les pourchassent. Du coup, notre équipe qui est arrivée sur le terrain va s'éparpiller et va arriver dans un manoir abandonné. Là-bas, ils vont découvrir l'horreur. Et je vous dirai pas plus parce que c'est un assez court récit, il fait 300 pages et je vous laisse le plaisir de la découverte. Vous voulez un truc rapide, un truc un peu d'horreur, qui a des créatures, qui a des zombies, Resident Evil tome 1. J'ai lu également un Spooksville, le tome 14, La Maison du Mal. C'est encore une lecture rapide, une lecture un peu popcorn qui se lit, mais d'une traite. Vous vous asseyez dans votre petite canapé, dans vos petits lits, et après vous lisez d'un coup, et ça passe crème. Dans cette histoire, notre groupe d'amis, Adam, Sally, Tic Tac, Cindy, Brice, ils vont se préparer pour la nuit de Halloween. Ils vont se déguiser en certaines créatures, dont des vampires, fantômes, Sherlock Holmes, une fée, et ils vont commencer à faire le tour de la ville. Mais bien évidemment, à Spooksville, rien n'est simple. Si vous allez là où il faut pas, peut-être que votre destin sera scellé. Notre groupe d'amis va s'aventurer vers la Maison du Mal, une maison connue pour son aura maléfique, connue pour le fait que ceux qui sont rentrés dedans ne sont jamais ressortis. Ils entendent un cri perçant et ils rentrent à l'intérieur. Là-bas, ils vont découvrir un monde halloweenesque perpétuel. Je vous dirai pas plus parce que ça fait une centaine de pages et c'est une lecture rapide à découvrir. Si vous aimez bien l'horreur jeunesse, je peux que vous recommander les Spooksville. Vous pouvez lire dans n'importe quel ordre, plus ou moins. Et il faut savoir que les personnages sont les mêmes. Du coup, il y aura des petites références par-ci par-là. Ils vont vous rappeler qu'ils ont fait ci ou qu'ils ont fait ça. Mais dans l'ensemble, vous pouvez le lire un peu dans n'importe quel ordre.
Et le dernier tome que j'ai lu, c'est Lost Boy de Christina Henry. C'était un coup de cœur. Franchement, c'était un coup de cœur. Je m'attendais pas du tout. J'avais entendu du bien de l'écriture de cette autrice, notamment pour ses livres d'horreur. Et celui-ci, c'est plutôt une réécriture des contes, mais d'une manière sombre. C'est pas tout à fait horrifique, mais ça pourrait quand même s'apparenter au genre parce que c'est une lecture très sombre. C'est une réécriture de l'histoire du Peter Pan. J'ai beaucoup aimé et je suis très contente. Je suis très contente. Au moment où cette vidéo va être en ligne, ce titre, il va être sorti en français, il sera traduit en français et je suis très contente. J'espère qu'il va retrouver le public en France parce que moi personnellement j'ai beaucoup aimé cette histoire. Comme je vous disais, c'est une réécriture du conte de Peter Pan. Dans ces récits, l'histoire elle va pas être racontée du point de vue de Peter mais plutôt du point de vue de Jamie, un des gars qui est présent sur l'île de Peter Pan. C'est le premier gars qui a été ramené par Peter dans cette île. C'était son premier compagnon des jeux et d'aventure, le premier gars qui est arrivé et disons le premier gars qui est immortel, qui est resté toute jeune depuis le début. Au fur et à mesure que les choses avancent, on va voir un Peter qui est un vrai salopard, on va pas se mentir, un gars qui ne pense pas aux autres garçons présents sur l'île, un gars qui pense juste à ses intérêts personnels, un gars qui n'a pas vraiment de sentiments, un gars qui est froid. Je sais pas quel appellatif lui donner, mais c'est un gars qui pense qu'à sa pomme, qui ne ressent pas d'émotions. Est-ce que je pourrais le qualifier comme un psychopathe? Peut-être. Mais certes, et que Jamie est tout son opposé. Jamie, c'est un garçon qui pense aux autres, c'est un garçon qui essaye de tenir le groupe uni, qui essaye de garder le bien-être de chaque garçon, de les aider lors des raids organisés par Peter. Parce que Peter, il pense juste à l'aventure, il pense juste à combattre des pirates, à tuer des pirates, à s'amuser dans la lagune des sirènes, à aller parfois à l'aventure dans l'endroit où il y a les araignées. Je sais pas comment le nom de ces créatures va être traduit en français, mais ici c'était The Many-Eyed. Vous verrez si vous lisez ce récit. Mais comme je vous disais, Jamie était tout le contraire de Peter et il avait de l'empathie. Il voulait que tout le monde, tous les garçons qui sont sur l'île survivent parce que c'était un continuel renouvellement. Il y avait des garçons qui arrivaient sur l'île pour remplacer les garçons qui étaient morts. Et Jamie, il a intérêt pas mal des garçons et son cœur il est en quelque sorte à mille morceaux parce qu'il aime d'un côté Peter mais de l'autre côté il commence à le détester parce que Peter il est froid comme je vous disais. Peter il s'en fout de tout le monde. Peter il prend pas soin de l'autre alors que Jamie il est devenu comme un père protecteur pour ce groupe d'amis. J'ai beaucoup aimé ce personnage, j'ai beaucoup aimé la psychologie de Jamie, j'ai adoré comment l'histoire a évolué, comment tout s'est terminé. On comprend, disons, plus certains aspects concernant les ennemis de Peter. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas vous spoiler, mais en tout cas, c'était un coup de cœur incroyable et j'ai hâte de lire les autres réécritures des contes de Christina Henry. J'ai encore dans ma palle Alice et j'espère que ce serait tout aussi bien que Lost Boy. Si vous pouvez mettre la main dessus, n'hésitez pas. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment de visionnage. En tout cas, j'ai passé un bon moment. Vous parlez de mes lectures du moment. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un de ces titres ou si un de ces titres vous donne envie. En tout cas, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous.